Euh, Rapidement, je ne vais pas faire toute la biographie, sinon on y est pour l'après-midi. D'abord, une carrière dans le secteur privé, en tant que dirigeant d'entreprise internationale en Afrique, et essentiellement minière d'ailleurs. Puis à 40 ans, nommé ministre par le président malien, ministre, j'ai oublié, successivement mines et énergie et eau, et puis celui de l'équipement et des transports. Ça, pendant une dizaine d'années quand même. Aujourd'hui, Ahmed Savega est haut commissaire de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, et ça depuis presque 3 ans maintenant. Pardon, ça c'est, oui, j'aurais dû l'éteindre avant. Je vous invite à faire de même d'ailleurs. Alors, l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, comme son nom l'indique, est d'abord une organisation internationale qui veut assurer l'exploitation la plus efficace possible de ce fleuve qui est partagé d'ailleurs par les 4 États membres, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Alors, j'ai pu voir que, en fait, l'OMS, c'est quelque chose de très ancien si on remonte aux origines, puisque déjà au début du 19e siècle, il y avait déjà des projets d'aménagement et d'exploitation. Et puis après ça, en 34, en 38, en 63, en 68. Donc, l'OMS est une vieille dame et qui a une tâche considérable. Si le siège est à Dakar, il y a 4 sociétés d'exploitation dans l'ordre ou des ordres. La Soged qui s'occupe du barrage de Diama et dont le siège est à Saint-Louis au Sénégal. La Sogem qui s'occupe du barrage de Malantali dont le siège est à Bamako. La Sogenav qui est la gestion et l'exploitation de la navigation sur le fleuve, dont le siège est à Nouakchott. Et enfin la Sogeo qui gère les ouvrages du haut-bassin guinéen et dont le siège est à Conakry. Voilà ce que je voulais dire pour commencer, mais je voudrais surtout insister pour dire que Ahmed est un ami et un grand monsieur, et je suis très honoré qu'il ait accepté de venir aujourd'hui nous parler et s'entretenir avec Africa Link. Président, est-ce que je peux juste intervenir sur un mode très pratique, simplement pour rappeler à chacun les règles? Donc, Ahmed va prendre la parole pendant 8 à 10 minutes. Je vous demanderai à tous de couper les micros. Ensuite, vous pouvez poser des questions, effectivement, comme l'a dit Yves, par écrit, ce qui me permettra d'amorcer ensuite la séquence de questions-réponses. Je vous passerai la parole, je vous introduirai à chaque fois. Quand on prend la parole, on allume son micro, on n'oublie pas, et on l'éteint tout de suite après, simplement pour éviter des effets de résonance ou de bruit de fond. Voilà. Je tiens à saluer l'arrivée du Québec qui est parmi nous. Stéphane est parmi nous, je le vois. Bonjour Stéphane, il est en voiture, ça ne va pas être pratique, mais il est là, fidèle au poste. Donc, bienvenue à tous. La parole est à Ahmed. Alors, les 8 à 10 minutes, c'est lui qui le dit, mais le temps, c'est toi qui le gères. Si tu veux parler 20 minutes, tous tes prédécesseurs ont parlé 20 minutes. Donc, oui, je dis ça pour la forme. À toi de jouer, Ahmed. Ok. Merci Yves, merci Denis. Merci surtout aux membres d'Africa Links présents cet après-midi pour ce que j'appellerais une causerie débat dont nous sommes coutumiers en Afrique particulièrement. Et ce n'est pas Yves l'Africain qui me demande ça. Donc, c'est consacré d'ailleurs un thème consacré, le grain, où on se réunit pour causer. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleure initiative, en tout cas dans cette période de confinement, que celle-là, échanger, mais sur des sujets certainement graves pour certains, sur d'autres en tout cas très importants pour l'ensemble des acteurs que nous sommes, des acteurs politiques et économiques. Je voulais donc vous remercier très chaleureusement de cette opportunité-là et vous dire que le sujet que j'ai choisi est un sujet vaste. Et vous devinerez bien que en l'espace d'une heure et demie et même d'une journée entière, on ne peut pas l'épuiser. Mais l'essentiel, comme j'ai dit, c'est qu'on aille au cœur de la discussion et qu'on pose la problématique essentielle telle que le thème l'avenir, le rôle et l'avenir des organisations internationales régionales africaines. Comme je dis, c'est un vaste débat. C'est un débat qui pose
en filigrane une question importante, à mon sens. Et ce sera la trame, en tout cas, de mon propos, la question de l'intégration africaine. Parce que ne nous y trompons pas, l'Afrique n'a pas deux choix. L'Afrique n'a qu'un seul choix, c'est celle de l'intégration, ou disparaître tout simplement. C'est peut-être cruel de le dire comme ça, mais il n'y a pas de magie. Aujourd'hui, je crois que le monde est face à un problème d'une gravité sans précédent en son histoire, ce qui fait dire d'ailleurs que rien ne sera plus comme avant cette pandémie du Covid-19. Et comme vous le devinez, l'Afrique ne sera pas en reste. Et je crois qu'il est du devoir des Africains de réfléchir plus que jamais à ce qu'ils doivent être dans ce nouveau monde qui pointe après cette pandémie. J'ose espérer, en tout cas, qu'elle sera maîtrisée très rapidement. C'est le vœu le plus ardent que je formule pour l'ensemble des pays qui sont fortement impactés, pour prier que véritablement cette pandémie soit derrière nous et que le monde se réorganise. Parce que je pense que le monde se réorganisera. Et donc, il y a un adage chez nous qui dit, c'est bon, l'expression, je sais, l'Afrique c'est un continent dimanche. Lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe de la savane qui souffre. Je crois que les Africains, mieux que n'importe qui, doivent intégrer cette donne. Aujourd'hui, ils ne sont pas des éléphants. On sait bien qu'ils sont les éléphants. Et pour ne pas demeurer l'herbe écrasée, il faut qu'ils se relèvent et qu'ils se transforment en éléphants. Et pour ça, comme je l'ai dit, la trame de mon propos renvoie à dans une seule direction, c'est la direction de l'intégration. Les organisations internationales africaines, en commençant par la plus emblématique, la plus grande, la politique, on va dire, qui est née immédiatement après l'indépendance, c'est l'Organisation de l'Unité africaine, après SAMU est devenue l'UIA, et à sa suite, toutes les organisations économiques régionales qui ont été créées ont pour seul thème la promotion de l'intégration. La promotion de l'intégration, convaincu, je pense, comme l'évidence suprême, que sans cette intégration, l'Afrique ne demeurera jamais, on va dire, le mouton noir dans la marche du progrès humain. Aujourd'hui, quand on regarde les indices de développement humain tels qu'ils sont, on va dire, publiés annuellement, les pays qui sont les plus en retard, ce sont des pays qui sont en Afrique. Ce n'est pas une fatalité. Je pense qu'aujourd'hui, le leadership africain, qui s'enracine dans les traditions fortes qui sont celles d'une Afrique qui a toujours été debout, c'est une tradition de solidarité. C'est pourquoi l'intégration, pour moi, renvoie toujours à la solidarité. Donc, si vous prenez, par exemple, l'Organisation de l'Unité africaine, telle qu'elle a été voulue, souhaitée par les pères fondateurs, c'était de créer une Afrique unie, mais force est de constater que ce vœu, après plusieurs décennies, ça n'est nécessairement pas un vœu pieux, mais il est loin d'avoir été exaucé. En tout cas, quand on regarde la marche du monde. Et toutes les organisations régionales, la CEDEAO pour parler de celle-là, et excusez-moi le strabisme, je suis en Afrique de l'Ouest, donc j'essaie de regarder celle qui me concerne la plus, et qui regroupe 16 pays et qui a fait des progrès, mais dans l'ensemble, quand on regarde de façon critique le cheminement de la CEDEAO, de sa création à cette date, il y a plus de 30 ans, l'effort sur la marche de l'intégration est très timide. C'est vrai que manque un ingrédient important pour que cette sauce-là soit comestible. C'est l'ingrédient de la volonté politique en dehors des discours, on va dire, souvent lénifiants, servis à longueur de journée. La réalité, c'est le manque de volonté politique fermement, on va dire, convaincue et réalisée sur le terrain. Il y a eu un mois en Afrique de l'Ouest également, dans une moindre mesure, dont l'objectif est plus économique, avec un accent très fort sur la gestion monétaire, n'a pas également réussi, de mon point de vue, à
s'arrimer à un socle qui est celui de l'intégration plus poussée des économies. C'est le vœu, sans doute. Des actions sont sans doute menées, mais on est bien loin du compte. C'est ce qui me fait dire aujourd'hui que, après cette pandémie du Covid-19, où les cartes vont être battues, où un nouvel ordre mondial va naître, le choix de l'Afrique est simple, comme je l'ai dit, pour ne pas rester à jamais l'herbe écrasée d'un terrain vague d'humanité, c'est de se recréer à partir de cette nécessité d'intégration. Que valent 54 pays pris individuellement, mais où manque le plus important, c'est-à-dire le développement de l'homme, avec l'accès à des services de base comme l'eau, comme l'électricité, comme la santé. Parlons-en, parce que l'Afrique, tout le monde le sait, est familière des maladies, des épidémies. La crise sanitaire aujourd'hui est sans doute très aiguë, elle frappe tout le monde. L'acuité est donc par conséquent plus accrue, mais l'Afrique est familière des crises sanitaires. La crise d'Ebola, d'ailleurs, on croise des doigts pour qu'elle ne revive pas en RDC. Il y a la crise, j'allais dire, permanente du paludisme, et j'en passe. Et il y a d'autres crises, à mon sens, qui posent également un défi sérieux à l'émergence de l'Afrique que nous appelons de nos voeux, c'est une Afrique qui n'est pas en marge du monde, c'est une Afrique conquérante qui se bat. C'est les crises sécuritaires. Vous savez bien aujourd'hui que rien ne peut se construire sans la paix, sans la sécurité. Or, le Sahel, aujourd'hui, est en train de devenir une zone où tous les dangers liés au terrorisme deviennent des facteurs déstabilisants pour l'ensemble de la région, avec une capacité d'exportation un peu partout au monde. Donc, il y a ce défi sécuritaire, le défi sanitaire, j'en ai parlé. Il y a le défi de la gouvernance. Simplement, nos États construisent des systèmes démocratiques. Je salue d'ailleurs les efforts qui sont déployés ça et là. Mais ces efforts restent très souvent bien en deçà des attentes. Ce qui fait que les systèmes politiques, aujourd'hui, plus que jamais, doivent être révisités pour construire un lien avec les peuples, parce qu'il y a souvent un décalage, sinon une désaffection de plus en plus profonde vis-à-vis de la politique. Or, nous sommes dans des systèmes démocratiques où la règle, c'est la compétition politique. Comment peut-il y avoir une compétition politique lorsque l'élite est déconnectée de la population ou du peuple de manière générale? Celui-là n'est pas entraîné justement pour aller dans le sens de ce que de son développement. Ça, ce sont des interrogations. En face de ces interrogations que posent ces défis sécuritaires, on va dire, de gouvernance et sanitaire, de mon point de vue, la seule réponse est celle qui, de toute façon, et j'ai déjà dit tout à l'heure, a de tout temps été mise en avant, la construction de l'intégration, des ensembles. C'est vrai que englober tout le continent dans un même espace politique uniforme relève de l'illusion, je le pense très honnêtement. Par contre, construire par des cercles concentriques des entités viables qui s'intègrent progressivement, cela relève du possible. Et je pense que, comme je l'ai dit dans mon propos à l'entame, l'intégration, c'est le maître mot pour être en face des défis qui, aujourd'hui, plus que jamais, démontrent la nécessité d'être ensemble. Et en Afrique, c'est plus facile, je l'ai dit tout à l'heure. Le ciment de toutes les sociétés traditionnelles africaines, d'où qu'elles proviennent, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique du Sud ou en Afrique occidentale, au nord, en Afrique du Nord, c'est la solidarité. La solidarité, c'est le ciment, c'est ce qui fait que malgré l'adversité, malgré les difficultés, on se donne la main, on se serre les coudes et on avance. C'est vrai qu'elle a tendance à se déliter par rapport à l'assaut du modernisme, mais elle résiste, on peut le constater. Et donc, il faut que cette sève-là, on l'injecte dans notre façon de gouverner, pour que la solidarité, comme je le dis, soit le moteur de l'intégration. Et c'est ce que nous prouvons au niveau de l'OMS, et je vais vous montrer un peu plus tard.
Vous savez, l'Afrique a été le continent des superlatifs. Il n'y a pas très longtemps, il y a une revue d'un pays occidental qui titrait Hopeless Continent. Ça soulevait à l'époque une polémique sur, on va dire, ce ton. Il y a les afro-pessimistes font légion. Pour certains, c'est un continent, et même dans cette crise de Covid-19, si vous regardez, on va dire, les projections alarmistes, elles se fondent toutes sur un constat, c'est que c'est un continent où le développement humain est très en retard. La seule manière de démentir ces afro-pessimistes, ces afro-sceptiques, ou tous ceux qui n'ont jamais vu ce continent noir en noir, c'est bien de construire des espaces viables aujourd'hui. Nous en avons les moyens intellectuels, nous avons les moyens humains et naturels également. Ce qui manque, c'est une volonté qui s'exprime au quotidien. Quand je dis que cette volonté manque, on ne s'y trompe pas. Aujourd'hui, les chefs d'État qui prennent cette direction. Mais il faut que le mouvement se grossisse et qu'il soit irréversible. Et donc, je veux enchaîner sur la deuxième piste. Comment créer cette intégration? Et vous me pardonnerez de ne pas trop insister sur les organisations économiques régionales, CEDEAO, SADC en Afrique du Sud, la COMESA, et j'en passe, l'Union du Maghreb en Afrique du Nord et d'autres. Le sujet serait trop vaste et on ne l'épuiserait pas. Et je voudrais plutôt m'orienter, moi, opportunément, sur une piste que Yves a déjà débroussaillée, celle de l'OMS, celle d'une organisation régionale, mais de bassin. Je suis fermement convaincu que si on veut asseoir une dynamique d'intégration viable, il faut le faire à partir des succès, à partir des choses concrètes. Vouloir le faire à partir sans doute d'un idéal politique partagé est noble, mais il n'est pas très réaliste au contact des réalités au quotidien. Nos États sont au quotidien dans la gestion de l'urgence. Et donc, cela empêche de réfléchir à certainement des pistes qui peuvent être plus structurantes d'un point de vue levier économique. C'est pourquoi mon choix de parler des organisations régionales se focalisera sur les organismes de bassin en Afrique. Et pour simplement s'inspirer d'un exemple qui aujourd'hui a créé une des entités économiques les plus fortes au monde, mais forte sans doute économiquement, mais faible politiquement parce que l'intégration politique ne s'est pas faite, je crois, de l'Union européenne. Elle s'est construite à partir de la commission du charbon et de l'acier à la sortie d'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. Il fallait des hommes d'État visionnaires pour, sur la base de ressources naturelles partagées, créer l'embryon de ce qui allait devenir aujourd'hui l'Union européenne, qui est sans doute le pôle de puissance le plus important au monde et qui reste à parachever sur le plan politique. Et donc, l'organisme de bassin que je représente, qui est l'OMS, est né dans les années 70 à la suite de très, très sévères sécheresses, sécheresses qui ont, on va dire, décimé troupeaux et même les hommes, et déclenché à l'époque des vagues d'immigration massive en direction de l'Europe et ailleurs. Ces 4 États se sont mis ensemble pour conjurer le sort et la fatalité, pour maîtriser les eaux d'un fleuve et mettre les forces productives de ce fleuve-là au service du développement d'un bassin versant qui compte plus de 12 millions d'habitants. Depuis 1972, année de création de l'OMS, malgré les vicissitudes de la vie politique, vous savez, les problèmes de voisinage sont ce qu'ils sont. Mais nos États, fermement enracinés dans ces valeurs de solidarité, ont démontré qu'en Afrique, des États pauvres, entre guillemets, sur le plan peut-être financier, mais riches de ressources naturelles, peuvent conjuguer leurs efforts et créer un espace intégré. Et c'est ce que l'OMS représente. C'est pourquoi
je le dis très humblement, c'est une success story reconnue par tout le monde, qui a deux fois été reconnue par un think tank indien qui s'appelle Strategic Foresight Group, qui l'a placé 2 fois premier au monde en termes de bassin par la qualité de la coopération entre États. Il n'y a qu'à l'OMS que vous trouvez, c'est-à-dire le principe de la territorialité limitée de la Convention sur l'eau des Nations Unies, mise de côté, pour faire du fleuve un fleuve international partagé par les 4 États, où les ouvrages qui sont réalisés dans les États appartiennent indivisiblement à l'ensemble des États. C'est un facteur unique, c'est pourquoi je dis que c'est un facteur d'intégration. Là où 4 pays qui n'ont pas beaucoup de ressources ont réussi cette prouesse et tiennent depuis maintenant 48 ans sur ce chemin, je pense que l'Afrique peut valablement le faire. L'Union européenne l'a démontré et aujourd'hui, l'Afrique, par l'OMS, démontre que cela est possible. Et d'ailleurs, cet exemple suscite d'autres cas, comme l'OMVG, l'Organisation de la mise en valeur du peuple Gambie, qui n'a fait autre chose que de reprendre exactement ce que l'OMS a fait. Et aujourd'hui, de plus en plus d'organismes de bassin se créent, viennent voir à l'OMS ce qui s'y passe et veulent dupliquer le modèle, même si je dois dire que le modèle, par exemple, il fait des ouvrages communs, des ouvrages partagés par les États est difficilement mis en œuvre. Ça va être difficile par ce contexte. Mais bon, qui veut, peut. Et donc, aujourd'hui, et c'est pourquoi Pape est d'ailleurs présent avec moi ici, nous sommes en train de nous battre pour créer, il est déjà créé, mais pour le rendre encore plus dynamique, plus fort, le réseau africain des organismes de bassin. Parce que nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, hein, que pour assurer une paix durable en Afrique, surtout dans une perspective, je l'espère lointaine, mais en face des changements climatiques, la perspective se rapproche, la raréfaction de la ressource en eau, en tout cas de la ressource en eau de surface. Et vous savez bien que le potentiel conflictogène des eaux transfrontalières est très fort. Quand vous regardez sur le Nil, par exemple, tension entre l'Éthiopie et l'Égypte sur la gestion des eaux du Nil, pour ne parler que de ces exemples, il y en a beaucoup d'autres. Il n'est plus que temps de faire de l'espace du bassin versant, comme d'ailleurs certains pays l'ont réussi en Europe, mais à l'échelle territoriale. Je parle par exemple de la Compagnie nationale du Rhône, qui est un organisme de bassin. En Afrique ici, en tout cas moi, c'est mon combat, c'est de faire en sorte que le bassin fluvial, qui met en contact 4 pays, par exemple, pour l'OMS, 9 pays pour l'OIBN, par exemple, l'autorité du bassin du Niger, pour qui connaît l'importance symbolique, historique de ces cours d'eau, culturelle, pour ne parler que de ça, je ne parle même pas de l'économie, parce que c'est les sèves nourricières de ces États-là qui ont nourri les royaumes avant de donner naissance à des États aujourd'hui. Et donc, je pense que l'espace du bassin intégré qui met en œuvre une politique de partage objectif sur la base de critères scientifiques, de partage de connaissances et d'atténuation des impacts du changement climatique permet de créer, si la volonté politique y aide, des espaces économiques plus intégrés sur la gestion d'un bien qui est un bien précieux. Parce qu'on parle aujourd'hui de mesures barrières, par exemple, dans la lutte contre cette pandémie-là, mais la mesure barrière la plus forte, c'est se laver les mains. On ne peut pas se laver les mains sans eau. Et malheureusement, dans bien de zones en Afrique, pas qu'en Afrique, mais ailleurs dans le monde, le problème de l'accès à l'eau se pose. Et donc, il faut, je pense, créer le lien de l'intégration à partir d'une ressource précieuse, d'une ressource maîtrisable et de ressources dont la capacité de génération de richesses éprouvée. Partout, les fleuves sont des vecteurs de développement. Ils sont malheureusement négligés, mais ça, c'est un autre débat. Et il faut en Afrique, je pense, après cette pandémie, repenser notre stratégie d'intégration en allant sur des pistes concrètes, les pistes que nous offre la nature
Et je pense que l'espace du bassin versant du fleuve Sénégal aujourd'hui le couvre. J'ai commencé mon propos par un adage de chez nous, comme j'ai appelé, bataille des éléphants. J'en termine par un autre qui m'est inspiré par la philosophie orientale. Il vaut mieux marcher d'un pas boiteux sur le bon chemin que d'un pas ferme sur le mauvais chemin. Le mauvais chemin pour l'Afrique serait de continuer à faire comme si le monde était le même et avec les mêmes vieilles recettes. Le monde nouveau ne peut plus continuer de regarder une Afrique qui se débat dans des problèmes qu'elle peut résoudre elle-même. Et c'est dans cette dynamique-là que l'Afrique doit aussi réécrire ses partenariats. Partenariat avec l'Union européenne, partenariat avec la France. Nous sommes dans un espace francophone et nous le revendiquons. Et je pense qu'il faut que dans cette nouvelle dynamique de coopération, de partenariat, on force le destin dans la création d'une intégration. Et c'est sur cette note que je voudrais terminer en me mettant à disposition de l'Assemblée qui m'écoute pour les questions. Merci. Merci beaucoup Ahmed. Je profite de ma toute petite intervention pour saluer l'arrivée d'Alain Messonnier que j'ai vu se connecter. Société des eaux, puisqu'on parle beaucoup de l'eau, de la ressource de l'eau, Société des eaux de Marseille. Je salue également Frédéric Ronal, vice-président de la Chambre de commerce de Marseille. Samir Abdelkrim qui vient d'arriver, qui est le grand spécialiste des startups africaines. Vraiment un fin connaisseur des startups africaines et il a énormément de réseaux en Afrique. Je vais donc commencer un peu à distribuer la parole. Je vais commencer par Jean-Marc parce que Jean-Marc a une question sur l'OMVS. On sait que c'est une success story, tu l'as rappelé. Et Jean-Marc s'interroge sur l'OMVS dans le contexte de la crise que nous vivons tous actuellement. Oui, merci Denis. Alors moi, je triche aussi un peu comme certains d'entre vous, parce que je connais très bien l'OMVS pour y avoir travaillé pendant 4 ans, de 2009 à 2013, sur la gestion du fleuve. C'est une organisation de renommée internationale. Ce qui se fait dans ce fleuve devrait se faire sur la plupart des fleuves mondiaux. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'Ahmed peut nous préciser en quoi la formidable coopération qu'il y a entre les 4 pays, notamment autour de la gestion de l'eau, y compris de l'eau potable, de l'eau d'irrigation, comment cette coopération est utile pendant cette période de pandémie? Y a-t-il des actions notables de coopération entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal pour lutter efficacement contre cette maladie virale-là, comme d'ailleurs l'OMVS a pu lutter en d'autres temps et continue à le faire contre le paludisme, contre la bilharziose. Voilà. Concrètement, quelles sont les actions de coopération qui sont mises en œuvre? Merci. Bien. Merci Jean-Marc. Je pense que la question est très, très intéressante. Je dois dire que sur le cas spécifique de la pandémie, il n'y a pas en tant que tel des actions qui ont été entreprises. Vous comprendrez bien pourquoi. La soudaineté de cette crise fait que, bon, en amont, il n'y avait pas, on va dire, programme qui a été, on va dire, conçu pour y faire face. Mais vous connaissez bien l'organisation et vous l'avez rappelé. D'ailleurs, avec votre société, nous avons d'excellentes relations. J'espère qu'elles se poursuivront d'ailleurs dans l'assistance nécessaire qu'il nous faut pour le renforcement institutionnel. Donc, sur la question de l'eau potable, ce qu'il faut dire, c'est que l'OMS, d'une manière générale, à travers le programme de gestion intégrée des ressources en eau, qui est un programme ambitieux financé par la Banque mondiale, gère cet aspect-là à travers des organisations qu'on appelle les agences d'exécution qui sont dans chaque État. Et en fonction des besoins qui sont identifiés sur des périmètres définis, ces besoins-là sont validés par l'ensemble du système. Et sous la forme de programme, ces projets-là sont réalisés sur la base de ce financement-là. Il y a d'ailleurs, et c'est important à noter, en dehors de ce financement
que nous avons, une initiative qui est en train de naître et qui va être portée par l'OMS elle-même à partir des fonds qu'elle génère. Parce que Yves l'a rappelé tout à l'heure, l'OMS produit l'électricité à travers sa société de patrimoine qui est la SOGEM, qui dégage des revenus substantiels qui servent à couvrir les coûts de l'endettement. Mais une partie de cet argent sert aussi à doter un fonds pour l'électrification rurale, pour mettre en capacité le monde rural. Parce que vous savez, 40% du PIB de nos pays est formé par le monde rural. Et c'est souvent le parent pauvre. Donc l'électrification rurale est aujourd'hui un maillon essentiel pour faire en sorte que le monde rural soit en capacité. À côté de cela, comme vous le dites, il y a le fonds pour l'eau potable que nous sommes en train de mettre au point, d'ailleurs dans ce mandat, je l'espère, et qui va permettre de venir en appui au programme financé par la Banque mondiale pour étendre la couverture sur l'ensemble de l'espace. Voilà ce que je pourrais dire pour cette question. Très bien, merci Ahmed. On est en train finalement d'évoquer des solutions de jeu collectif, de mutualisation de moyens, etc. L'OMVS en est un exemple. Et ça doit s'appliquer sur pas mal de notions et de composantes de la vie économique et de la vie tout court d'ailleurs. Et je pense que Zach a une question, Zach, si tu m'entends, qui concerne justement cette notion de jeu collectif. Oui, bonjour, merci Denis. Merci pour le partage. Donc, je me suis permis de poser des questions et que je reprendrai pour voir un peu votre avis. On a beaucoup parlé et on ne sait pas un peu où ça va aller, la fameuse LECA. Moi, personnellement, j'avais fait une lettre ouverte un peu à toutes les organisations il y a déjà quelques temps, que je relance aujourd'hui, puisqu'on est encore en train de travailler sur le Small Business Act Afrique. Ne pensez-vous pas qu'il va falloir s'occuper des entrepreneurs et leur permettre effectivement, même si aujourd'hui on garde des frontières, leur permettre de se déplacer pour pouvoir créer de la valeur qu'ils ne peuvent pas faire dans leur pays, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet. Et le deuxième volet, on l'a vu par exemple aux États-Unis, où c'était encore incroyable, ils viennent de lancer la couverture universelle. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, si on veut donner un peu d'humain, mettre de l'humain dans l'informel, qui aujourd'hui est un peu l'essentiel de nos économies, faire en sorte que le formel s'occupe de cette problématique de couverture sociale un peu universelle pour le secteur informel? Oui, tout à fait. Je vais commencer par cette dernière question. Je pense qu'au cœur du défi africain, j'ai dit, il y a le défi du développement social. Et le développement social est inconcevable sans la mise en capacité des populations. Et donc, ça commence par la santé. Et donc, comme vous dites, je le partage absolument avec vous, il faut réduire de plus en plus l'impact de l'informel pour mettre en capacité ceux qui peuvent demain créer des effets de levier pour l'économie et par conséquent de revenir à un ensemble plus large sur les populations les plus fragiles. Et donc, absolument d'accord avec vous. Et pour la ZLECA, je vais vous dire une chose très honnêtement. Je pense que sur le plan purement philosophique, c'est une avancée significative parce que c'est une démarche, on va dire, très volontariste. Et vous savez, rien ne se fait sans la volonté. Là où il y a la volonté, il y a une possibilité. Mais il faut être réaliste. Je suis absolument d'accord avec vous que dans un continent où le taux de réalisation d'infrastructures est très, très, très faible, l'intégration par les zones d'échange reste largement tributaire de la pauvreté en infrastructure. J'ai été moi-même ministre, comme vous le savez, pendant 10 ans des infrastructures. Je pense qu'un des drames africains sur lesquels on n'insiste pas suffisamment, c'est le drame du manque d'infrastructures en Afrique. Vous aurez beau inciter à produire, mais lorsque les facteurs de production ne sont pas là, écoutez, vous ne produirez pas pour compétir avec les autres. C'est ce qui fait que le village planétaire qu'est le monde aujourd'hui fait très peu de place au sentimentalisme. Je suis du Mali. Le Mali produit le meilleur coton africain et il est le premier producteur en volume d'ailleurs, mais moins d'1% de ce coton est transformé en Afrique.
le coton est exporté et il revient sous forme de t-shirt de Chine ou d'ailleurs. La raison, c'est peut-être là qu'il faut s'interroger. En Afrique, on dit, avant de se plaindre de là où on est tombé, il faut se plaindre de là où on a trébuché. Le manque de vision politique qui faisait de la nécessité de mettre en œuvre des politiques hardies d'infrastructures pour l'industrialisation fait que l'Afrique s'est spécialisée dans l'exportation des matières premières, sans valeur ajoutée. Donc, la ZLEC, c'est bien sur le plan de la dynamique qu'elle permet d'insuffler et sur aussi les perspectives, sur les efforts qui sont faits. Moi, je suis au Sénégal ici, c'est un pays qui a conçu un programme ambitieux d'émergence qui se fonde sur une politique dynamique d'infrastructure. Et c'est visible. Et donc, mais les écarts sont tellement grands entre les régions et les pays que pour que ces ZLEC-là soient, on va dire, optimales du point de vue de ce qu'on en attend, ça va attendre longtemps. Vous vous souvenez du NEPAD, qui était également un programme extrêmement ambitieux, justement pour s'attaquer à ces questions d'infrastructure. Parce que comment voulez-vous produire, on va dire, lorsque le coût de facteur le plus important, qui est l'électricité, reste hors de prix, pour ne parler que de celui-là. Donc, je vous rejoins sur vos préoccupations. Je suis d'accord qu'il faut renforcer le formel, mais il faut surtout réfléchir, et c'est là où la communauté internationale, pour réécrire une nouvelle page de sa coopération à l'Afrique, doit travailler avec l'Afrique sur l'industrialisation. Mais avant l'industrialisation, sur la mise en capacité de l'Afrique par les infrastructures. Parce que sinon, ce serait un vœu pieux. Je le rappelle souvent, l'Europe s'est construite après la Seconde Guerre mondiale, une des guerres les plus meurtrières. Mais elle s'est reconstruite principalement avec l'aide de ce qu'on appelait le plan Marshall. Le plan Marshall, ce n'était pas l'Europe qui mendiait, mais c'était la nécessité de remettre sur pied un acteur politique pour que le jeu économique mondial ait du sens. Et le plan Marshall n'a rien été d'autre qu'un ensemble d'investissements massifs, coordonnés et cohérents. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique. Mais au lieu de ça, l'Afrique reste toujours tributaire de son image, et aussi, j'allais dire, de l'attentisme, ce qui fait que les mêmes recettes produisent effectivement les mêmes choses. Et donc aujourd'hui, je pense et j'espère, et le discours du président Macron, moi, me réconforte, me rassure sur cette volonté d'aider l'Afrique. Yves l'a dit dans sa très belle tribune il y a quelques jours, oublier l'Afrique, ne pas véritablement s'inscrire dans une dynamique de partenariat objectif, rigoureux, on va dire débarrassé de toutes sortes de préjugés, ce serait une erreur gravissime que l'Europe paiera, que le monde paiera. Merci. Très bien, merci Ahmed. Effectivement, donc, tu appelles le TE une sorte de plan Marshall pour l'Afrique, en tout cas dans la méthodologie, si je comprends bien, c'est-à-dire premièrement les infrastructures, deuxièmement l'industrialisation et ensuite la création de valeur, la création d'emplois et la gestion des territoires. Et André a une question, alors je ne sais pas si je l'ai bien comprise, ça a l'air d'être une question plutôt de spécialiste de gestion de l'eau, mais peut-être pas, il va nous expliquer, il va détailler ça. Et Monsieur le ministre, merci beaucoup, cher Ahmed, de cette présentation qui a bien détaillé le cadre et les enjeux avec cette success story, ce magnifique exemple qu'est l'OMVS et que je connais bien pour avoir travaillé 20 ans pour le Burgéap. Une observation, une question. Le monde met énormément de moyens humains, financiers, sur la notion de ville durable. Dans ville durable, il y a la durabilité. Pour moi, une ville durable doit d'abord s'intéresser à sa périphérie et à sa ruralité. Une ville n'est pas durable si elle ne s'intéresse pas au rural. Et par ailleurs, ville signifie concentration, avec tous les effets que l'on constate aujourd'hui de congestion, finalement, et concentration de moyens économiques, concentration humaine, donc exode rural vers la ville, puisque c'est là où l'économie bouge, en fait.
Et la question est la suivante, est-ce qu'on ne devrait pas œuvrer tous ensemble, autant que nous sommes, puisque l'accès aux services de base, vous l'avez dit, les infrastructures, on a les meilleurs fleurons de l'innovation, de l'industrie, de la construction en France et en Europe, et on les a longtemps exercés en Afrique. Comment peut-on œuvrer ensemble pour faire bouger le curseur de la réflexion aujourd'hui qui est beaucoup sur la ville durable, pour le faire aller sur la notion que vous avez citée d'espace viable, qui n'est pas incompatible avec la ville, mais qui a le gros bénéfice de mettre en avant cette notion d'espace, donc de bassin, de village, de milieu rural, de milieu périurbain. Cette notion est beaucoup plus vaste et beaucoup plus intégratrice que la notion de ville durable, qui aujourd'hui consomme, à mon sens, beaucoup trop de moyens humains et économiques sans créer la valeur économique et sociale dans ces milieux essentiels qui sont un peu oubliés. Merci beaucoup. Bien. Je crois que ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que la réponse que vous donnez vous-même à la question, c'est-à-dire que ces espaces viables, je crois dans le contexte africain, de mon point de vue, me semble beaucoup plus adapté à ces notions d'urbanisation qui sont importées et qui, en Afrique, montrent leurs limites. Pour ceux ou celles qui ont voyagé en Afrique, si vous regardez aujourd'hui avec l'accroissement de la démographie en Afrique et le phénomène de l'exode rural, dont les causes sont multiples, parmi lesquelles, aujourd'hui on le sait, surtout dans le Sahel, les pluviométries complètement erratiques qui ont depuis qui se décalent, et donc la pauvreté des campagnes qui fait migrer les populations vers les zones urbaines et donc créer, on va dire, des phénomènes pas du genre qu'on voit en Afrique, en Amérique latine, favela, mais plus encore, c'est-à-dire que des agglomérations qui multiplient par X le nombre d'habitants et qui posent, si vous voulez, les problèmes même de gestion de ces nouveaux espaces. Et gestion des équipements collectifs lorsqu'ils existent. Vous savez aujourd'hui que toutes les villes africaines, en tout cas celles que je connais moi, un des problèmes les plus lancinants, c'est le problème d'accès à l'eau potable. L'eau potable pour une population, comme j'ai dit, qui s'accroît de façon significative. Sans parler de l'accès à l'électricité, qui, comme vous le savez, est aussi l'autre facteur qui permet à une communauté de vivre dans un cadre qui lui permet de s'épanouir. Donc oui, moi je pense que dans cette nouvelle, dans la réflexion qu'il faut aujourd'hui pour l'Afrique, en tout cas pour atténuer de façon significative, on va dire, l'impact des changements climatiques qu'on vit ici au quotidien. Ce n'est vraiment pas un leurre tel que certains climato-sceptiques peuvent penser. La réponse, c'est, comme vous le dites, c'est de créer des espaces qui véritablement tiennent compte de ces impératifs-là, de mutualisation de tous les moyens qui permettent de faire en sorte que l'eau puisse être accessible, l'électricité, également tout ce qui permet à une ville de pouvoir jouer son rôle de vecteur économique pour un ensemble plus large qui est le pays tout entier. Très bien, merci Ahmed. Sidi Mohamed, je crois qu'il y a une question sur la partie sanitaire, compte tenu des circonstances que l'on connaît tous, question importante, et qui s'adresse directement du coup à Ahmed en tant que haut commissaire de l'OMVS. Merci beaucoup, Denis, de m'avoir passé la parole. Comme je le disais tout à l'heure, chez Semega, je pense ce modèle qui est un modèle de réussite qui est reconnu dans nos différents pays, en tout cas un modèle en Afrique de l'Ouest, ce serait bien, à mon avis, en tout cas, je ne sais pas quel est votre avis, vous, est-ce qu'il est possible, avec l'appui des bailleurs de fonds, de mettre en place
un système, un réseau de systèmes de santé viables qui permettront en tout cas de gérer ces genres de crises. Là, on a eu le cas de la Guinée, je pense en 2013-2014 avec l'Ebola. On a eu d'énormes difficultés à gérer cette crise puisque c'était notre première véritable crise sanitaire. Et de nos jours, avec le Covid, c'est une crise mondiale qui montre les limites. La différence entre Ebola et ce Covid, c'est que Ebola était moins contagieuse, mais plus mortelle. Alors que ce Covid, il est très contagieux et nos systèmes de santé, nous ne le souhaitons pas. Si nous arrivons à avoir les mêmes proportions que les pays européens comme l'Italie, l'Espagne, on risque d'être débordé et ce sera une faillite totale. Moi, je pense qu'il faut mettre en avant ces difficultés que nous avons et il faut qu'on soit plus pragmatique dans nos prises de décision et qu'on se focalise sur des domaines bien précis. Donc, je me demande, est-ce que l'OMS, dans le cadre de cette crise-là, ne pourrait pas prendre, en tout cas le lead dans ce sens-là, pour constituer un système de santé viable et qui pourrait vraiment aider au moins les 4 pays que sont la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée. C'était ma question. Merci. Bien, merci. Je crois que votre question est très pertinente. Et du reste, bon, ça renvoie à l'objet de l'organisation, qui est le mandat de l'organisation, c'est de promouvoir le développement du bassin du fleuve Sénégal. Et donc, c'est vrai, comme je l'ai dit, moi j'appelle de mes voeux, on va dire, l'extension de l'objet de l'OMS à d'autres secteurs, mais peut-être dans un deuxième temps. Dans le premier temps, il s'agit de consolider les acquis que nous avons sur la gestion partagée de la ressource en eau aujourd'hui. Mais dans ce que vous dites, il y a également une réponse à l'OMS. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure du programme qui est financé par la Banque mondiale, qui s'appelle le PG. Il y a une composante santé et qui exactement vous donne raison sur la nécessité de mutualiser à l'intérieur de l'espace les moyens. Les maladies hydriques négligées, par exemple la bilharziose et d'autres qui créent beaucoup de désagréments dans notre espace, eh bien, travaillant avec les différents ministères de la Santé, au niveau de l'OMS, nous apportons des solutions. Par exemple, pour le contrôle du paludisme, chaque année, à travers ce programme-là et avec les ministères de la Santé de nos différents États, et aussi les études épidémiologiques qui sont menées par les secteurs spécialisés de nos États, il y a une réponse qui est apportée, c'est vrai, à l'intérieur de l'espace. Maintenant, pour que cela soit fait d'une manière, je pense, plus ambitieuse, il faut peut-être créer une structure à l'instar de l'OMS ou renforcer ce volet-là dans un espace de l'OMS avec un objet, on va dire, qui va être intégré, mais ça, c'est une décision que les plus hautes autorités de l'OMS prendront. Mais je suis absolument d'accord avec le commentaire. Merci, merci Ahmed. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je suis un peu fatigué d'entendre des voix masculines poser des questions. Donc, je vais demander à Kenza d'intervenir parce qu'elle a des questions en plus bon, évidemment pertinentes et elle a une très belle voix, ça ne gâche rien. Bonjour, j'aimerais commencer par vous dire merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention et nous accorder de votre temps. Du coup, vous avez énormément parlé précédemment des partenariats intra-africains, c'est-à-dire sur le continent. Mais comme vous l'avez très bien souligné avec le cas du Mali, avec l'exportation du coton, etc., le continent repose encore énormément sur des partenariats avec les puissances étrangères. Et du coup, ma question se décline en deux. Donc, ma première partie, ce serait comment vous envisagez, étant donné que 2020 signe l'arrêt
ou l'expiration des accords de Cotonou, comment envisagez-vous les nouveaux partenariats entre les pays de l'ACP et l'Union européenne? Et ma deuxième sous-question, c'est aussi, j'avais pensé, donc à travers des solutions, comment intégrer la société civile, car comme on l'a très bien vu avec notamment les accords économiques, etc., que la société civile s'est levée face aux propositions de l'Union européenne. Donc comment leur donner une voix dans ces nouveaux accords pour justement un peu plus faire partie et se faire entendre. Et voilà, merci beaucoup. C'est ça ma question. Merci. Permettez-moi de ne pas trop m'étendre sur cette question que je ne maîtrise pas beaucoup, mais comme tout Africain, on va dire, qui est concerné par des décisions politiques que prennent les gouvernants, je suis cette question de nos relations avec l'Union européenne, dans le cadre de l'UACP. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans les partenariats que l'Afrique doit construire, il doit y avoir, on va dire, un point non négociable. C'est le point de la sauvegarde des intérêts de l'Afrique. Vous savez, quand vous négociez en position de faiblesse, il y a de fortes chances que ce que vous obtenez soit en deçà de ce que vous attendez. La particularité de l'Afrique, c'est qu'elle négocie chaque fois en position de faiblesse. Vous vous souvenez de ces problèmes de subvention du coton qui fait perdre à l'Afrique rurale, c'est-à-dire la composante la plus centrale de nos sociétés, des revenus qui permettraient à nos pays de faire face à des obligations simplement de développement humain. Alors, cette question, elle a été réglée lorsque les pays concernés se sont mis ensemble sur une base de solidarité et ont fait entendre leur voix. Je pense que dans les nouvelles relations UE-ACP, également, ce qui doit prévaloir, c'est que l'Afrique se mette ensemble pour s'entendre d'abord et faire face dans sa discussion avec l'Union européenne, qui est un des partenaires les plus significatifs du point de vue de sa contribution au développement du continent. Et je pense que l'intérêt de l'Europe, c'est d'avoir en face une Afrique debout, qui profite de ses richesses et qui, je pense, lui permet, elle également, non seulement de tirer de ces richesses-là, mais de diminuer le potentiel, on va dire, conflictuel lié, par exemple, à l'immigration ou à d'autres questions. Et donc, chacun des partenaires doit être nourri de cette idée que l'autre ne doit pas nécessairement être toujours en position de faiblesse. Or, bon, vous savez, on l'a dit bien avant moi, les États n'ont que des intérêts. Ils ont très peu d'amis. Donc, la vérité, c'est cela. Et sur le rôle de la société civile, c'est là où je vous rejoins. Et c'est là où j'ai vraiment j'ai beaucoup d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une société civile de plus en plus dynamique en Afrique, qui prend sa part vraiment dans la formulation des politiques de développement en Afrique, qui est sans doute, on va dire, ballottée souvent par les politiques, mais c'est une société civile vigoureuse, surtout alimentée par une jeunesse de plus en plus consciente des enjeux et surtout de son rôle, et qui permet, je pense, vraiment de rééquilibrer les choses. Je pense que dans cette dynamique-là, tous les accords, ce n'est même pas seulement les accords avec l'UEACP, mais c'est les accords d'une manière générale avec nos partenaires qui peuvent s'en tirer au meilleur parti. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, l'Afrique commerce beaucoup avec la Chine et l'Inde, les pays dits émergents qui investissent énormément, souvent au détriment même des relations traditionnelles que nous avons avec l'Union européenne et d'autres institutions. Donc, je pense que dans ces relations également, il y a nécessairement du déséquilibre quelque part, parce que, comme je l'ai dit, la faiblesse de la capacité de négociation fait que le jeu est souvent, on va dire, mal conduit. Mais je suis sûr qu'avec cette nouvelle conscience qui anime cette société civile, on peut en attendre pas des miracles, mais en tout cas un rééquilibrage des partenariats.
Merci Ahmed. Georges Gomis, je crois que tu voulais réagir. J'ai vu un pouce en l'air, j'ai vu une main levée, et donc c'est signe que tu voulais intervenir sur ce point-là. Pense à activer ton micro, Georges. Merci, Monsieur le Ministre, pour la qualité de votre intervention. Et que vraiment, j'avais pas mal de questions, mais vous avez répondu déjà par rapport aux questions, la question qui a été posée. Vous avez répondu pratiquement à toutes mes questions. Une petite question quand même par rapport à l'intégration sous-régionale de la CEDEAO. J'avais juste une question à poser par rapport après Covid. Comment vous pensez que cette intégration sous-régionale va se renforcer? Puisque j'ai un exemple très concret, parce que à chaque fois que je vais à Dakar ou en Guinée-Bissau, je descends par Dakar, je fais la route. Je pars par la route pour arriver à Bissau. Et vice-versa. Et il y a toujours le contrôle, alors que c'est écrit sous les textes, et si on vérifie vraiment les textes de la CEDEAO, il y a cette libre circulation quand même des membres de la CEDEAO entre Sénégal et d'autres pays. Mais on contrôle toujours, le Sénégal contrôle de son côté et la Guinée-Bissau contrôle de son côté. Donc, ma question à poser, c'est que est-ce que vous pensez que après ces Covid, les États qui sont signataires de cette voilà, est-ce qu'ils feront vraiment accepter de respecter ça de part et d'autre? Merci. Merci. Question très pertinente. Franchement, je vais faire l'avocat du diable. Je ne sais pas ce que les États décideront, mais ce que j'ai dit dans mon propos de départ, je le maintiens. Il y a un monde avant cette pandémie, il y aura un monde après cette pandémie. Et le choix de l'Afrique, la CEDEAO, donc, est simple. Est-ce qu'elle veut devenir, ou encore, on va dire, le mouton noir, rester le mouton noir, toujours assisté, toujours secouru, ou est-ce que la CEDEAO, ces États veulent devenir des acteurs respectés parce qu'ils en ont les moyens? C'est cette question qui est posée à l'élite, aux gouvernants. Et vous l'avez dit, à juste raison, les textes sont clairs. Et si vous prenez l'ensemble de la législation sur la liberté de circulation et d'établissement que la CEDEAO a déjà prise, ou l'UEMOA, ou en tout cas d'autres structures, quand vous les confrontez à la dure réalité qui a été la vôtre, qui est la mienne aussi, quand je vais au Mali par la route, c'est vrai que ça génère énormément de frustration et beaucoup de scepticisme sur cette volonté justement de construire une intégration. Parce que là où les textes sont très clairs, il manque une volonté politique. Parce que pour moi, c'est ça la question. Je l'ai dit au départ. La question, c'est est-ce que les gouvernements, est-ce que ceux qui décident ont cette volonté réelle de construire une intégration réelle sur la base d'acquis communs, c'est-à-dire pas de philosophie ou bien de débats intellectuels interminables, mais sur du concret, pour gommer cette balkanisation. Parce que le drame de l'Afrique, et qui freine l'intégration, je le pense très honnêtement, c'est qu'il y a cette balkanisation, le fait de mettre dans la tête des gens que vous êtes sénégalais, alors que vous êtes de la CEDEAO, malgré les textes qui établissent la liberté de circulation. Et que pour passer, par exemple, au Mali, les douaniers ou les policiers qui sont là vous font des misères extraordinaires. Dans votre esprit, comment peut se construire une citoyenneté de la CEDEAO? Impossible. Vous savez, moi, je fais toujours la comparaison. L'Europe de Schengen, et j'espère qu'elle ne sera jamais remise en cause, parce qu'elle est la preuve d'une Europe, d'une citoyenneté européenne. Quand je débarque à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour aller voir ma famille en Belgique, il n'y a aucun contrôle en dehors du contrôle d'entrée. Je descends, je prends mon train, je suis à Bruxelles 1h30 plus tard. Et ça, en Afrique, c'est vraiment pour le constater avec vous, c'est une source de frustration extrême, malgré le fait que les textes l'établissent. Donc, il y a, pour vous répondre, une seule dimension, c'est la dimension politique. Il faut que les chefs d'État
comprennent, surtout après ce désastre qui vraiment a mis pratiquement les économies les plus fortes à genoux, à plus forte raison les nôtres, qui comprennent que le nouvel ordre mondial ne peut pas se satisfaire de vœux pieux. Ce nouvel ordre mondial s'enracine sur des convictions fortes. Et cette conviction forte-là, c'est que la CEDEAO organise une citoyenneté de la CEDEAO, il y a un passeport CEDEAO, il y a des cartes d'identité CEDEAO, il n'est pas normal que ces barrières fictives qui sont érigées pour nourrir des agents corrompus continuent à saper le fondement même de cette citoyenneté. Ça existe partout, mais ça, c'est un désastre. Et je pense que même en dehors des personnes, vous savez, les biens sont pareils. C'est-à-dire que partout, pour justement renforcer la dynamique des échanges intra-africains. C'est pourquoi je répondais par rapport au LEC qu'on peut construire une zone de libre-échange. Si on n'y a pas des infrastructures, ça ne sert à rien. Mais ça sert à quoi d'avoir des infrastructures d'interconnexion, on va dire ferroviaires ou même routières, si on les casse par des barrières non tarifaires, des barrières qui n'existent nulle part, si ce n'est pour enrichir une bureaucratie déjà malade. Ça, c'est de véritables interrogations. Si tout ça était possible, admissible, dans un monde où ces questions-là pouvaient se taire, aujourd'hui, elles ne se peuvent plus. Et c'est là où je rebondis un peu sur la préoccupation de ma sœur qui vient de parler tout à l'heure par rapport au rôle de la société civile. Il faut que les citoyens se sentent investis d'un rôle aujourd'hui en Afrique. On ne peut pas laisser qu'aux dirigeants le soin de réorienter ce que doit être notre désir de vivre en commun. Il y a une nécessité de mise en capacitation, en capacité du moins des citoyens à travers ces sociétés civiles-là, et d'autres pour que sur des cas comme vous avez signalé, qu'il y ait une réponse politique réelle. Si cela n'est pas fait, malheureusement, il y aura un après Covid-19 où le monde aura basculé et changé, et l'Afrique sera toujours à la traîne. Mais cette fois-ci, comme je l'ai dit, il y a un risque sérieux que les peuples fatigués ne prennent leur destin en main. Très bien. Donc, on est à un moment charnière. Ce qui est vrai pour l'Afrique est vrai pour le reste du monde, d'ailleurs, je crois, sur le plan personnel. C'est un moment charnière. Soit on en profite pour changer un certain nombre de choses, parce qu'on voit bien que le système actuel a de grandes limites et de gros défauts, soit au contraire, on ne saisit pas cette chance et on fait pire, quelque part. Je crois que Thérèse voulait intervenir justement un peu sur cette question-là, comment changer les choses. Thérèse, tu m'entends? Tu es toujours avec nous? Thérèse? Oui. Allô, tu as mis ton micro? Bon, écoute, Ahmed, je suis désolé, Thérèse a un problème technique apparemment. On va revenir sur un sujet qui est essentiel, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète, c'est l'eau. Et on a Alain Messonnier qui avait une question à propos de l'eau à te poser. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour votre intervention. Désolé d'être arrivé un peu en retard, mais je m'étais bien renseigné avant sur l'OMVS, donc je connais, j'apprécie beaucoup tout le travail qui a été fait et le modèle que ça représente. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année prochaine devrait, si tout va bien, avoir lieu, on prend des précautions maintenant hein, quand on annonce l'organisation d'un grand événement, devrait avoir lieu donc le 9e Forum mondial de l'eau à Dakar. Et donc, j'ai deux questions. La première, c'est quel lien l'OMVS a avec l'organisation du forum qui est piloté par le Sénégal et par le Conseil mondial de l'eau qui est basé à Marseille. Et deuxièmement, comment peut-on faire, Monsieur le Ministre? On est fatigué aujourd'hui. Ça fait maintenant, donc on est au 9e forum, hein, 9 x 3, 27. C'est tous les 3 ans. Ça fait 27 ans qu'on prêche dans le désert sur la priorité à l'eau, plus d'écoles, de dispensaires ou d'hôpitaux sans eau. On parle de conditions sanitaires aujourd'hui, on parle de pandémie et on envoie les gens dans les hôpitaux et les dispensaires où il n'y a même pas de l'eau et on leur dit la première chose à faire pour bloquer la pandémie, c'est de vous laver les mains. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais cette semaine, le Conseil mondial de l'eau a distribué des dizaines de milliers de savons de Marseille à Dakar
à l'occasion pour marquer un peu le fait de l'organisation du forum à Dakar et parce que justement, il manque justement du savon. Donc, quelle action peut-on enfin faire pour que les grands de ce monde, à commencer par les grands africains, prennent la décision de dire plus jamais ça, quoi qu'il en coûte. Vous avez entendu, notre président l'a dit. Et vous savez, à Marseille, c'est une phrase qu'on aime beaucoup parce qu'elle a marqué l'eau à Marseille en 1830 et quelques, après la dernière, la dernière grosse vague de choléra. Le maire de Marseille avait dit « J'amènerai l'eau de la Durance à Marseille, quoi qu'il advienne et quoi qu'il en coûte », et il l'a fait. Et je pense que des hommes comme les présidents qui ont créé l'OMVS de l'époque étaient des hommes, des visionnaires. Et comment peut-on faire enfin confiance alors ça touche le monde entier, mais en particulier, je pense surtout à l'Afrique. Afrique qui aujourd'hui nous témoigne sa grande capacité à développer des systèmes d'information intelligents. Comment peut-on aujourd'hui enfin régler ce problème de l'eau en Afrique ? Dernière question intéressante, mais ô combien, on va dire, vaste dans l'ensemble de ses implications. Mais pour commencer par le Forum Dakar 2021, bon, vous avez raison d'utiliser avec précaution, on va dire, la possibilité du report, même si cela n'est pas d'actualité. Au moment où je vous parle, le comité d'organisation est à pied d'œuvre et comité d'organisation nationale du Sénégal. Et l'OMVS joue d'ailleurs un rôle très important. Vous savez, la candidature du Sénégal a été acceptée largement à cause du fait que le Sénégal abrite le siège de l'OMVS et aussi de l'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Et que ces deux organisations de bassin aujourd'hui, il y a même des gens qui pensent que quand on regarde leur parcours et ce qu'ils ont réussi à faire en termes de stabilisation des relations de voisinage, peut prétendre au prix Nobel de la paix. Il y a des gens qui en parlent. Parce que je vous dis très honnêtement, la stabilisation de la région dans les relations fait que cet espace-là suscite beaucoup d'espoir dans ce domaine-là, surtout au niveau de la coopération. C'est d'ailleurs pourquoi le comité d'organisation a choisi parmi les 4 thématiques qui vont être débattues lors du forum, de confier comme partenaire stratégique à l'OMVS la thématique sur la coopération. Parce que, effectivement, la coopération elle est emblématique à l'OMVS, coopération totale sur le fleuve. Donc, pour vous répondre, nous prenons une part très active dans cette direction. Et comme vous le savez, le président du Sénégal, qui a été président en exercice de l'OMVS il y a juste un an, qui a été également un acteur très important au niveau du panel mondial sur l'eau, très actif, prend l'organisation de ce forum-là avec véritablement beaucoup d'implications personnelles. Et je pense que si le forum se tient, il sera un grand moment de rencontre. Mais pas que de rencontres pour rééditer ce qui s'est fait ailleurs. Et je comprends votre lassitude par rapport à votre question. Et c'est justement pourquoi Dakar 2021 veut être un forum des résultats. C'est-à-dire plutôt qu'un forum où, encore une fois, la communauté scientifique, ou en tout cas la communauté, les experts sur l'eau se rencontrent pour déviser et après se quitter. Il y aura des showcases, comme disent les Américains, d'exemples concrets pour justement adresser cette question centrale de l'eau. Vous connaissez les chiffres bien mieux que moi, en Afrique ou ailleurs, et vous l'avez dit d'ailleurs, c'était mon propos également, que même dans cette lutte contre la pandémie, il n'y a pas autre chose à faire, en tout cas de primordial, que les mesures barrières, parmi lesquelles l'utilisation de l'eau pour se laver les mains est essentielle et centrale. Or, l'eau, comme vous le dites, est ce qui manque le plus en général en Afrique.
Mais je vais vous dire une chose, cette question peut être réglée au niveau africain et c'est une question qui est très prise au sérieux. Moi, j'ai été ministre de l'eau au Mali pendant 5 ans. Je peux vous dire qu'il y a de tout le temps une volonté sans faille, parce que, comme le dit la sans eau, il n'y a pas de vie. Mais très souvent, entre la volonté et la dure réalité de l'investissement qu'il faut pour réaliser les points d'eau, surtout dans des conditions, on va dire, géographiques difficiles, il y a souvent là tout le problème. L'accès au financement concessionnel qui permettent à nos États de se doter d'un équipement de production d'eau est malheureusement de plus en plus compliqué par rapport à l'étendue des besoins. C'est là où le cynisme fait dire aussi aux gens, fait mal. C'est-à-dire quand on va chercher de l'eau sur Mars, alors qu'en Afrique, ou en Asie, ou dans toutes les contrées du monde, aujourd'hui, cette question-là se pose avec une activité réelle. Et il y a un brin de cynisme quand même. Donc, la question fondamentale, c'est, en plus des volontés qui s'expriment très fortement, et des programmes, parce qu'il y a des programmes qui sont véritablement conçus pour adresser cette question-là. L'utilisation des ressources en eau pour permettre à une population qui croit en Afrique de façon dynamique d'être servie, mais il y a la question du financement. Donc, ces questions-là sont réglées avec, on va dire, les bailleurs de fonds, pour citer les partenaires techniques et financiers. Mais c'est vrai, comme vous le dites, en priorité, les États doivent les inscrire. Tout comme, si vous prenez par exemple l'ensemble de nos pays, ils font de l'agriculture, par exemple, sur la base des allocations budgétaires, les secteurs de concentration prioritaires. Mais ces secteurs de concentration prioritaires oublient très souvent l'eau. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, quand j'étais ministre de l'eau, c'était mon combat. Dire que l'agriculture, 15% du budget, mais mettons 15% du budget pour l'accès à l'eau, et au moins, on réglerait pas mal de problèmes. Mais vous savez, il y a des résistants souvent que rien n'explique. Qui fait que, bon, on court toujours derrière pratiquement notre propre combat. Mais là, absolument en phase avec vous, si on ne règle pas par une volonté politique qui s'exprime concrètement sur le terrain par la mise à disposition du financement nécessaire et de la part des partenaires techniques, des bailleurs de fonds d'une manière générale et de nos États, il y aura, je pense, de plus en plus des conflits liés à l'eau, mais plus que des conflits à l'eau, vraiment une misère véritable. Ok, je ne désespère jamais de rien et donc je vais tenter à nouveau de passer la parole à Thérèse parce que je crois qu'elle a résolu son problème technique. Thérèse? Allô? Ah. Oui, on t'entend Thérèse, vas-y. Ah voilà, bon, très bien. Donc, je suis passée sur mon téléphone, c'est pour ça, c'était plus simple du coup. Oui, merci d'abord Denis pour cette visioconférence parce que c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger à plusieurs. Moi, je m'interroge juste sur une chose parce que voilà de nombreuses années que l'on sait que notre continent doit réussir son industrialisation, son développement agricole et relever de nombreux défis. Il y a eu quand même pas mal déjà d'actes de faits, d'écrits, pas mal de réunions à ce sujet, pas mal de documents. Donc moi, je m'interroge quand même de savoir comment faire en sorte de ne pas encore se retrouver dans 10 ans dans la même situation. Quelle révolution faut-il pour que notre continent, l'Afrique, devienne un éléphant, comme le dit monsieur Ahmed Sénéga? Parce qu'à un moment donné, il faut que nous nous posions aussi cette question. J'ai entendu quelqu'un parler de volonté politique. Ahmed Sénéga a parlé de sortie de l'attentisme. Bon, on a quand même pas mal de choses à régler en interne au niveau en tant qu'Africain, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve encore à reparler des mêmes choses dans 10 ans. Il faut qu'on aille dans le concret et qu'on règle en profondeur ce qui nous empêche d'avancer. Merci.
Merci Thérèse. Moi, je pense très honnêtement que votre inquiétude, je la partage, même si j'espère, mais fortement, qu'il en sera autrement au regard de, on va dire, de la nouvelle réalité implacable à laquelle nous faisons tous face, qui est celle qui a démontré que les économies les plus solides, on va dire les pays les plus développés, ont eu une réponse, on va dire, sans doute vigoureuse, tardive peut-être, mais qui n'a pas empêché le désastre humain que l'on a vu. Et qu'est-ce qu'il en est dans des pays comme les nôtres où tout manque? Et comme vous l'avez si justement rappelé, où, on va dire, s'additionnent les organisations, les forums, et le constat de l'inefficacité est là, patent devant chacun. Je dis, mon espoir, c'est qu'il y a un nouveau leadership qui émerge. Et je pense que ce nouveau leadership, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, aujourd'hui se traduit concrètement par des signes qui, sur le terrain, montrent qu'il y a quelque chose qui s'est mis et qui bouge. Mais, comme je l'ai dit, il faut un nouveau regard sur l'Afrique. Ce regard, les Africains eux-mêmes doivent le porter à partir du constat de désastre ambiant. Moi quelqu'un m'a envoyé un dessin, je ne vais pas montrer, où on montre un ministre qui est transporté dans un brancard, c'est de l'ironie, hein, et on amène vers une sorte de case là qui sert d'hôpital. Il se réveille pour dire, mais vous m'amenez où? En voyant là où vous m'amenez. Mais ceux qui le transportent lui disent, mais dans l'hôpital que vous avez construit. Et c'est complètement catastrophique. C'est certainement une parodie, mais vous avez raison de dire que il faut que les Africains prennent conscience, enfin, plus que jamais, de la nécessité d'écrire maintenant une autre histoire. Une autre histoire où, à égalité avec les autres, ils compétissent dans un monde globalisé. Le village planétaire que nous habitons a prouvé par cette pandémie-là que les États, quelles que soient leurs forces, ne résistent jamais seuls à des chocs puissants qui les dépassent. J'ai d'ailleurs, on a tous constaté que l'Union européenne a une réponse désordonnée, pour ne pas dire un autre mot, mais elle a la chance d'exister et d'apporter des réponses après, qui permettent à l'ensemble de se tenir debout. Mais l'Afrique n'a pas cette chance. Donc, il faut que le regard des Africains sur l'Afrique change. Et je pense qu'il ne peut pas en être autrement. Et je le dis, il y a la société civile aujourd'hui qui doit se sentir mobilisée et qui doit renforcer la capacité de la classe politique. Parce que, ne nous y trompons pas, nous sommes dans des systèmes démocratiques où la loi, elle est faite par ceux qui, par la majorité, dans les urnes, gouvernent. Et c'est ça qui permet l'expression plurielle de porter, on va dire, le développement humain de quelque nature que ce soit. Donc aujourd'hui, il faut que cette société civile africaine-là se réveille, ne laisse plus les dirigeants africains faire ce qu'ils veulent, même, quand bien même, dans beaucoup de cas, ils veulent le faire bien, mais il faut qu'il y ait une mutualisation des forces et des énergies. Moi, je pense que c'est dit comme ça, je n'ai pas un autre mot, mais on ne peut pas faire autrement. Il faut également, je pense, que le regard sur les Africains change, le regard de nos partenaires. Et je pense que ce regard commence à changer. Quand je décode le discours du président français, quand je regarde également à l'international les échanges qui se font avec l'Afrique, il y a de plus en plus une prise en compte de la réalité qui est qu'on peut faire ce qu'on veut, l'Afrique reste une terre d'opportunité. Comment cette terre d'opportunité peut aujourd'hui compétir sainement et apporter également sa part dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré, ça ne dépend pas que des Africains.
Et c'est comme un jeu de billes, vous savez. Pour que le jeu de billes continue, il faut que chacun des acteurs ait des billes. Si vous n'êtes que les seuls à avoir des billes, le jeu n'a plus son sens. Et je pense aujourd'hui que, en tout cas, c'est mon vœu, que les jeunes Africains, la société civile africaine, mais également les gouvernants africains, dont la plupart aujourd'hui sont conscients des enjeux. Enjeux rendus encore beaucoup plus dramatiques, et je pèse tout mon terme, tout mon mot après cette pandémie-là. Je pense qu'il y a à espérer que dans ce nouvel ordre mondial qui émergera, cette prise de conscience-là permette sur des bases concrètes. C'est pourquoi je dis sur des bases concrètes. Et c'est à dessein que j'ai choisi l'OMS comme organisation régionale. Parce que là, c'est les organisations à caractère politique qui règlent sans doute des questions de conflit, c'est important, ou d'autres types de questions. Mais le plus important, c'est que l'on parte sur des choses concrètes. J'ai dit que l'Union européenne a existé parce qu'il y a eu, après la guerre, la commission du charbon et de l'acier, à cause de la vision des pères fondateurs de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Afrique peut s'intégrer également à partir de ressources communes partagées. Vous savez, le Sénégal et la Mauritanie partagent des ressources gazières extrêmement importantes. Et ils ont réussi, la prouesse là où beaucoup de sceptiques pensaient que ça ne se ferait jamais, à se mettre ensemble pour partager cette ressource qui se trouve dans leurs eaux territoriales. Mais cette dynamique a été possible parce que c'est deux pays qui partagent l'OMS. Donc, peut-être que je suis trop optimiste, mais bon, si on n'est pas optimiste, il vaut mieux ne jamais rien entreprendre. Je pense qu'il y a des exemples qui réussissent. Il faut que ces exemples-là soient renforcés. Mon frère de la Guinée l'a dit avec beaucoup de justesse. Il faut que sur des questions aussi vitales que celles de la santé, que là où des réussites ont été enregistrées, que ces réussites-là soient bonifiées, amplifiées, pour permettre de créer un effet levier qui permet d'entraîner le reste. C'est à partir de ça qu'on peut construire des ensembles politiques. La politique n'a droit de citer qu'après que l'économique se soit enraciné fortement. Sinon, ça reste véritablement un peu plus. Donc, moi, je comprends bien cette lassitude. Je la partage même, je peux dire. La frustration est toujours grande quand on voit que, à longueur de discours, on s'époumonne à faire des choses, à dire des choses, et que dans la réalité concrète, comme le disait mon père de la Guinée-Bissau, c'est vraiment un miracle de pouvoir traverser une frontière sans y perdre vraiment son âme, son bon sens. Donc, mais tout ça, je pense, toutes les récriminations n'ont plus de sens dans un monde qui, aujourd'hui, prouve que les plus forts se sont affaiblis, simplement parce que la solidarité qui doit être le ciment n'était pas là. Alors nous qui avons cette solidarité en partage dans nos valeurs traditionnelles de tous les jours, si nous ne la mettons pas à profit, là je suis d'accord avec vous que 10 ans après, on restera toujours à la même place. Mais moi je fais un autre pari. Je suis sûr que la classe dirigeante actuelle en Afrique, la société civile africaine sont aujourd'hui bien conscients que les enjeux nouveaux qui sont en face méritent que chacun prenne sa part de responsabilité. Merci Ahmed. Ça fait plus d'1h20 que nous sommes ensemble. Je vous propose, même si je dois créer quelques frustrations, je suis désolé, je ne peux pas passer la parole à tout le monde, mais je vous propose que l'on s'arrête sur ces derniers propos d'Ahmed qui correspondent tellement en plus à l'esprit d'Africa Link et aux valeurs d'Africa Link. Je vais laisser le mot de conclusion à notre président Yves Delafont. Merci Denis. Bien sûr, merci Ahmed. On a posé plus de questions que donné de réponses, mais c'est un peu la règle du jeu. Une des principales, d'ailleurs, a été évoquée tout à l'heure, qui est l'eau. Son accès, sa qualité, sa gestion et tout ce que représente l'eau et qui est aujourd'hui au cœur du travail de l'OMVS et d'autres, de la Société des eaux de Marseille, du canal de Provence, de Oshun. C'est vraiment un sujet où on pourrait développer très longtemps. Mais ce que je retiens surtout dans cet échange, c'est
la nécessité d'efficacité maintenant. On parle, on investit, on fait des grands discours depuis des décennies, et ce que l'on constate malheureusement, c'est l'inefficacité. Et cette inefficacité vient de la gouvernance. Une bonne gouvernance est efficace. On le voit, on prend toujours l'exemple de Kagame par exemple, un pays pauvre, martyrisé, qui devient exemplaire pour des raisons de gouvernance et du facteur humain en fait des dirigeants. Et alors, probablement, cette crise peut nous permettre, je dirais à nous, Africains, de renverser les choses, de dire que le roi est nu et que peut-être, enfin, par la société civile et par tous ceux qui ont envie de faire quelque chose, ça suffit avec l'inefficacité de nos gouvernants. Donc voilà, ça c'est une prière que j'émets aujourd'hui dans cette réflexion sur l'après-Covid. En tout cas, merci Ahmed, merci à vous tous. Moi, je reste avec plein de choses dans la tête après ces mots. Voilà, Ahmed, une conclusion très rapide et on se quitte. Merci à tous, merci à Africa Link surtout d'entretenir l'espoir. Et comme vous le dites, le temps est aux actions concrètes. Merci. Merci Ahmed. Prochain rendez-vous, n'oubliez pas, mardi à 11h. Surveillez vos boîtes mail. Vous allez bientôt recevoir l'invitation qui va partir là tout de suite en fait. Merci d'avoir été présent. Ahmed, un grand merci, un merci personnel. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Donc un très grand merci. Passez tous un bon week-end et take care, comme on dit. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Ahmed, merci à vous tous. Bon week-end. Merci Denis, merci Yves. Merci Denis. Merci Denis. Merci à tous. Merci Denis. Denis, tu as vu, je copie sur toi. Hein. J'ai vu. Tu as raison.